Lubna Asgoud, Annie Moutamba, et Lorraine Le Pomelec. Je vais pour cela inviter ici Andrea Kaloubi. Elle est fondatrice de NAD Agency. Andrea est diplômée en sciences sociales et titulaire d'un certificat en prospective pour décideurs africains de l'UNESCO et de l'université Mohamed II, je crois que c'est au Maroc. 6, pardon, c'est au Maroc. D'accord. En 2023, elle a été nommée parmi les 100 jeunes les plus actifs en Europe et en Afrique par la Tribune. C'est ça. Et a reçu, pardon, c'est ça, d'accord, et a reçu le prix de Young Leader Europe-Afrique. Son parcours professionnel lui a permis de travailler avec des personnalités politiques et de gérer des projets de grande envergure en Belgique et en Afrique. Forte de ses expériences, elle a fondé NAD Agency spécialisée en organisation événementielle, relations publiques, management de projets et apporteuse d'affaires. Mesdames et messieurs, merci de recevoir Andrea Kaloubi qui va modérer ce panel-là. J'avais même pas besoin de... oui. J'espère que vous allez tous bien. Alors, avant de faire monter les panélistes, je vais vous faire un petit exercice pour un peu vous mettre dans le mood de l'événement, et ça va un peu vous réveiller. Est-ce que je peux vous demander de vous lever? Mon corps, c'est 16-40. Alors ceux qui ont leur manteau, retirez-les, mettez-vous à l'aise, vraiment, on va passer un bon moment. Je vais accueillir des femmes exceptionnelles, donc j'ai besoin que vous soyez prêts pour les accueillir, d'accord? Et comme vous êtes debout, je voudrais que vous fassiez juste un geste, genre baillez, levez-vous, levez vos bras, étirez-vous, franchement, sentez-vous à l'aise là. Parce que ça fait du bien, il est quand même 11h, vous êtes là depuis 9h, enfin 8h. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Ça fait du bien. Dites-vous bonjour, saluez-vous, dites-vous votre prénom, saluez-vous, comment vous appelez. Faites le networking, commencez déjà maintenant. Voilà, comment vous allez en fait? Comment vous allez? On ne se pose pas suffisamment la question de comment on va. Alors tout le monde a un peu fait connaissance, tout le monde s'est détendu. On va passer à un talk hyper intéressant dont j'ai l'honneur de modérer, qui s'intitule « Leadership féminin, les clés pour bâtir des alliances stratégiques ». Alors pour cela, je vais vous demander d'accueillir Lubna Asgoud, qui est une personne que j'aime beaucoup, particulièrement. Lubna est députée, a été élue en juin 2024. Elle est également une serial entrepreneuse, une entrepreneuse d'impact, qui a travaillé dans le secteur privé et public. Elle est également reconnue pour tous ses combats pour l'égalité des sexes et l'inclusion. Merci beaucoup, Lubna. Merci, Andrea. Merci à vous. On va aussi accueillir Annie Moutamba. Tu peux t'asseoir. Annie Moutamba, qui est cofondatrice de Meridian Partners et Bruxelles Africa. Annie est aussi consultante en communication en affaires publiques. Elle a également eu une carrière aux États-Unis à Washington, au sein de Africa Policy Information Center. Et Annie sera une de nos panélistes. La dernière panéliste que j'accueille, c'est Lorraine Le Pomelec. Si tu veux, tu peux t'asseoir ici. Voilà. Alors, Lorraine, toi, tu es cadre dirigeante, donc partenaire et shadow member de Page Executive. Exactement. Voilà, on va s'asseoir. Et on va un peu commencer le talk en vous posant quelques petites questions. Donc, je vais commencer par le fait que vous vous introduisez. Je vous ai un peu présenté brièvement. Mais si vous pouvez un peu nous expliquer ce qui vous a motivé d'être dans le secteur où vous êtes actuellement. Et ensuite, on passera à ce qui a permis qu'aujourd'hui, vous soyez des femmes d'influence, des femmes qui ont quand même réussi dans leur secteur de prédilection. Je sais que, par exemple, Lubna, tu as eu un très bon parcours où tu as dû refaire aussi un parcours étudiant, et bref, et tu as aussi guidé d'autres jeunes. Tu es un vrai modèle aussi pour pas mal de jeunes femmes. Et Annie, Annie et moi, Annie, c'est ma chouchoute de cœur. Et Annie, elle a un très grand parcours également de conseil.
Et je suis très enchantée de te rencontrer, du coup, Lorraine, parce que j'ai compris aussi tes combats, j'ai un peu regardé, j'ai un peu fait des recherches sur toi. Je t'ai googlisé. Donc voilà, je vais vous laisser chacune à son tour se présenter et expliquer qu'est-ce qui vous a conduit à être dans les secteurs actuels. Et après, on passera aux clés stratégiques qui ont permis que vous réussissiez. Donc je vais commencer par Lorraine. Ah bah. Attends. Si tu t'en sors. Ça va Oui. Ça va. T'as besoin d'aide? C'est bon. Voilà. Mais c'est bon. Attends. Merci à tous pour votre accueil. Merci Andrea. Donc, pour rappel, moi aussi, ici aujourd'hui, je représente l'association des femmes chefs d'entreprise, qui est une association mondiale qui existe depuis 80 ans, qui est présente dans 120 pays, qui reprend 5 millions de femmes entrepreneurs. Donc, l'idée de cette association, c'est vraiment de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, de le soutenir et d'améliorer la visibilité. Donc, je remplace Béatrice Dias, mon amie, qui a eu un accident de voiture à Sydney. Donc, toutes mes pensées vont pour elle et son rétablissement. Donc, c'est dans ce cadre-là que je suis là, donc une association de femmes internationales. Et pour mon parcours, voilà, l'idée, c'est au quotidien, je pense qu'on a tous un rôle à jouer pour l'inclusion, la diversité. Et moi, ça commence par mon travail tous les jours, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Effectivement. Lubna, pourrais-tu te présenter? Aujourd'hui, tu es députée, mais tu as aussi un parcours entrepreneurial. Donc, peux-tu un peu expliquer ce qui t'a conduit à être députée aujourd'hui? Alors, merci Andrea pour cette invitation. Merci Sheila aussi. Et merci à tous et à tous de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Alors, par où commencer, Andrea? Alors, moi, je suis d'origine marocaine, donc je suis une enfant de l'immigration. Mes parents ont immigré en Belgique dans les années 60. Et donc, un peu comme beaucoup de jeunes qui me ressemblent à Bruxelles, mes parents étaient ouvriers, et donc j'ai eu un parcours scolaire un peu celui qui ressemble à tout le monde, sans savoir vraiment ce que je voulais faire vraiment dans la vie. Donc, j'ai travaillé à partir de l'âge de 17 ans, et ce n'est que plus tard que j'ai repris des études supérieures. J'ai arrêté l'école aussi, et puis après un jour je me suis dit ben voilà, il faut quand même que je termine et que je continue et que je puisse évoluer aussi. Et donc dans mon quartier à l'époque, on n'avait pas trop la perspective d'aller à l'université. C'était pas quelque chose qui se faisait dans mon quartier. C'était plutôt les jeunes filles qui me ressemblent, c'était plutôt le mariage. C'était ça qui était vraiment le Graal, la réussite d'une femme passait par le mariage. Et donc voilà. Et donc après, je suis sortie un peu des codes, donc j'ai fait différemment. Et j'ai fait des études supérieures, d'abord comme infirmière. Et j'ai beaucoup aimé mon métier d'infirmière, qui pour moi est un très très beau métier, un des plus beaux du monde, parce que c'est le métier où on est le plus proche des gens. Et à un moment, on avait bénéficié du plan cancer. C'était un plan fédéral. C'était des millions d'euros pour la recherche. Je travaillais dans la recherche. Et je me suis dit, waouh, c'est ça la politique. C'est juste incroyable, parce que alors c'était plus moi et mon patient, mais c'était peut-être moi qui peut peut-être aider des milliers de gens. Et donc là, j'ai entamé un master en sciences politiques, économiques et sociales à l'UCL, tout en étant infirmière. Et puis au bout de ces études-là, je me suis engagée en politique à l'époque et j'ai travaillé dans différents cabinets ministériels, ce qui m'a permis de bien connaître la lasagne institutionnelle belge. Et puis, j'avais fait un passage chez la ministre de l'économie où j'aimais beaucoup le business. Je me suis découvert vraiment une passion pour l'entrepreneuriat et le business. Et donc, j'ai refait après encore des études en business. Mais à chaque fois, en me disant que, voilà, en fait, le fil rouge de ma carrière, c'est vraiment l'impact. Alors qu'on soit en politique ou dans l'entrepreneuriat, je crois que l'objectif commun, c'est d'avoir de l'impact positif dans la vie des gens. Et ça, c'est quelque chose pour moi, voilà, qui est quand même le fil rouge de toute ma carrière et qui est mon leitmotiv aussi pour la suite aujourd'hui. Alors, j'ai eu, comme tu dis, une carrière d'entrepreneuse, donc où j'ai créé différents projets. J'ai toujours été investie dans l'inclusion, justement. Pour moi, la diversité est vraiment une richesse. On parlait tout à l'heure, les intervenants, on parlait de l'héritage culturel, on parlait de peut-être aussi notre mission à nous, jeune génération, de pouvoir savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Et ça, je pense que c'est essentiel. Et je crois que dans notre héritage culturel africain, on a des sagesses et des sagesses anciennes qu'on ne doit pas oublier et qui vont nous permettre, nous, aujourd'hui, de peut-être réussir, peut-être même mieux que d'autres.
Et donc voilà, donc je pense que voilà, qu'on ne doit pas abandonner qui on est, bien au contraire. On doit aujourd'hui on vit en Belgique, pour la plupart, on est aussi belge et on a nos origines africaines. Et c'est, je pense, la plus-value aussi qu'on peut apporter aujourd'hui à la Belgique. Mais pour en revenir à mon parcours entrepreneurial, j'ai beaucoup travaillé dans le milieu de la technologie, en tout cas pour l'inclusion des femmes surtout dans les milieux technologiques et dans l'entrepreneuriat. J'ai créé différents programmes. J'avais créé il n'y a pas longtemps une plateforme pour soutenir les femmes entrepreneurs dans leur recherche de financement, là où vraiment le bas blesse et on voit que c'est un frein important. Et puis après, voilà, puis on est venu me chercher, j'ai refait le pas de la politique en me disant, ben voilà, je pourrais peut-être avoir encore plus d'impact aujourd'hui au niveau du Parlement pour changer les lois, pour ouvrir aussi les yeux sur certains sujets et qui, moi aussi, avec tout mon parcours, amener aussi cette expertise, amener mon réseau. Il y en a beaucoup ici que je connais. Et donc, il y a des problématiques peut-être spécifiques auxquelles je suis sensible et auxquelles peut-être mon groupe politique est peut-être un peu plus éloigné. Cette richesse, cette diversité, c'est ça que j'ai envie aujourd'hui d'apporter au Parlement. Merci beaucoup, Lubna. Annie, alors explique-nous un peu ce qui t'a conduit à faire donc, la communication et dans quoi tu t'es développée et pourquoi. Vous m'entendez ? Oui. Alors, tu me fais parler après Lubna, merci, qui a une énergie et un parcours incroyable. Donc, je suis Annie Mutamba, bonjour à tous. Je suis consultante en affaires publiques. Alors, globalement, je crée des ponts, donc comme beaucoup d'entre vous ici, mais ma spécificité, c'est que je crée des ponts entre des acteurs publics et privés en Afrique et des acteurs ici européens, notamment des institutions européennes. Donc certains appellent ça du lobbying ou de l'influence. Globalement, c'est de la communication pour aider ces deux mondes qui souvent ne parlent pas le même langage très régulièrement, et surtout à se rencontrer, pas uniquement à des niveaux très élevés, où on veut toujours rencontrer les décideurs, etc., mais à tous les niveaux, parce que c'est vraiment à tous les niveaux que la différence peut se faire. Alors, je suis comme Lubna, moi je suis aussi une enfant d'immigrés, je suis fille d'immigrés congolais, je suis née congolaise, zaïroise à l'époque. Et ce qui m'a conduit à embrasser ce métier, qui est aussi devenu ma passion, ça commence en fait je vais vous raconter cette petite histoire qui commence en 2005. Elle est courte, hein, je te rassure. En 2005, je travaillais à l'époque pour le Conseil européen de l'industrie chimique, qui est en fait le lobby européen du secteur de la chimie, qui représente tout ce que vous pouvez imaginer comme entreprise multinationale du secteur chimique, mais aussi pétrochimique, pétrolier, pharmaceutique, etc. Et donc leur rôle, c'est de représenter leurs intérêts qui sont colossaux auprès des institutions européennes. À l'époque, j'étais en charge de stratégie de plaidoyer dans un certain département, et donc j'ai été amenée à travailler sur... à l'époque, l'Union européenne réfléchissait à son propre développement à l'horizon 2030. On est en 2005, donc ça aussi, on parlait tout à l'heure de vision, etc. Donc ils réfléchissaient énormément à cette stratégie. Au cœur de cette stratégie, il y avait l'accès aux matières premières. Et j'étais, moi, amenée à travailler donc, sur ces questions-là, à participer à des tables rondes, à des réunions de parties prenantes, comme on dit, organisées par la Commission européenne. Alors à ces réunions-là, vous aviez les Européens eux-mêmes, bien entendu, puisque c'était leur avenir qui se jouait, mais vous aviez aussi les Américains, les Japonais, les Chinois, les Russes, les Brésiliens, tout le monde était là. Ceux qui n'étaient pas là, en revanche, les Africains. Et c'était tellement clair et frappant pour moi qui travaillais dans ce secteur depuis plusieurs années, ou dans ce milieu, tout simplement, de la décision européenne depuis plusieurs années, ça m'a frappé, en fait, que finalement, sur des questions qui nous touchent de près directement, nous n'étions pas là. Je la fais courte, hein. Donc, 15 ans plus tard, 2020, mon pays, la RDC, se vante, se gargarise d'être le pays solution, d'être le pays qui finalement va amener toutes les matières premières qui vont pouvoir donner des solutions vertes, de développement durable, etc., pour la planète entière. Sauf que le gâteau s'est déjà partagé 15 ans plus tôt. Donc c'est pour ça finalement que je me suis lancée dans ce secteur-là pour réduire les gaps qui existent en matière d'information, parce que c'est l'accès à l'information, et je fais là le lien avec le thème qui nous rassemble aujourd'hui, l'intelligence économique. Je remercie vraiment Sheila d'avoir amené ce sujet-là ici à Bruxelles, parce qu'il est fondamental. Et je termine avec ça, je pense qu'il est vraiment au cœur de notre développement et peut-être la dernière chance que nous avons pour le continent africain de nous développer. Donc je suis contente d'être là et surtout en très bonne compagnie. Merci. Merci Annie. Merci à vous. J'ai une première question pour Lorraine, du coup.
Je voudrais savoir, et pour en venir directement à la question des clés stratégiques, afin que tout le monde puisse pouvoir avoir des clés en partant d'ici, selon ton expérience, quelles compétences en leadership as-tu trouvé particulièrement nécessaires pour faire face aujourd'hui aux évolutions rapides du secteur financier, notamment la digitalisation, tout ce qui est question de conformité? Quelles sont, selon toi, en fait, toutes ces compétences qui permettent d'accéder à ce secteur-là? Alors donc, en fait, j'ai un micro. Je représente la FCM et je suis partenaire dans un cabinet de recrutement. Donc mon quotidien, c'est de rencontrer des hommes et des femmes leaders, notamment dans le secteur bancaire. Quelles sont les clés? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a un positionnement en interne à avoir. Le positionnement en interne, c'est pouvoir dire non, comme on l'a dit, avoir des convictions. Et c'est aussi avoir un certain networking. Donc, pouvoir identifier les bonnes personnes pour être soutenu. Donc, en tant que femme leader, vous devez voir au comité de direction quels sont les gens qui vont vous soutenir, faire du networking en interne et en externe. Donc, en interne, ça peut être créer des comités. Donc, nous, on a créé un comité qui s'appelle Women at Page, où on se réunit, on réfléchit à comment améliorer les choses en interne, comment avoir une meilleure représentation. Ça peut être en externe, rejoindre des groupes, donc femmes chefs d'entreprise par exemple, pour échanger des idées, se sentir soutenues et avoir plus de visibilité. Et donc, également, on voit qu'aujourd'hui, les chiffres, c'est clair, hein, c'est 1 femme sur 3 en Belgique est entrepreneur uniquement. Donc ça veut dire que ce chiffre de 1 femme sur 3, ça reprend celles qui travaillent pour leur mari et celles qui sont indépendantes. Donc c'est très peu. Et dans le monde, c'est uniquement 5% de femmes CEO. Donc, quelles sont les compétences pour gravir ces échelles, au-delà de l'influence et du networking et du positionnement? C'est aussi la communication. Communiquer avec les bonnes personnes, avoir une communication non pas de combat, je dirais, mais une communication collaborative pour faire porter en fait ces idées. Et dernière chose qui est aussi importante, c'est qu'on se rend compte qu'il faut gérer l'argent. Il faut savoir gérer l'argent. Si on n'a pas de gestion de PNL, de bilan, si on n'a pas eu ça dans notre expérience, on n'arrive pas à un poste de leadership. Donc il faut avoir cette expérience de gestion de bilan et des comptes pour pouvoir y accéder. Donc il y a vraiment un part stratégie, réseau, communication, financier et vraiment positionnement. En parlant de networking, Annie, j'ai une petite question pour toi. Quelles sont des initiatives de networking que tu pourrais recommander aux entrepreneurs, notamment issus de la communauté afrodescendante ici? C'est un peu trend, c'est à la mode de dire je suis entrepreneur, je suis CEO. On voit ça sur Instagram, dans tous les profils. Mais toi, du coup, quelles initiatives tu pourrais recommander, justement, parce que ici, Lorraine, tu as parlé d'une des clés, c'est de faire le networking en interne, mais aussi en externe. Quelles sont les initiatives? Parce que tu as une plateforme aussi de networking. Qu'est-ce que tu pourrais recommander? Ce que beaucoup font déjà, hein, de participer à des événements comme celui-ci par exemple. Alors, il y a les choses classiques de networking, notamment hors ligne, les événements en ligne avec les réseaux sociaux. Mais s'il y a 2 choses peut-être qu'on pourra mettre en avant qui sortent un peu peut-être des sentiers battus, surtout pour des entrepreneurs africains qui veulent interagir avec peut-être des investisseurs européens ou autres, c'est de se rapprocher ou en tout cas de commencer à étudier, parce qu'il y a une vraie demande du côté européen. Ça, je pense que c'est important de le dire. On ne vient pas quémander, il y a une demande. La demande, elle est de plus en plus claire et elle va l'être de plus en plus depuis l'élection de Donald Trump. Donc, je ferme cette parenthèse, mais globalement, les Africains vont être de plus en plus sollicités. Donc préparez-vous aussi si vous avez effectivement des projets bancables et intéressants pour le continent. Il y a une vraie demande du côté des Européens. Et du côté européen, il y a des institutions ou des organisations qui passent complètement sous le radar des entrepreneurs et des opérateurs économiques. Ce sont notamment sur le terrain les délégations de l'Union européenne, qui sont en fait les ambassades de l'UE, qui regroupent, puisque je fais encore le lien avec la thématique, qui regroupe énormément d'informations, justement, où on peut retrouver des éléments d'intelligence économique, des données, des contacts, des relais, et aussi pour sentir dans quel sens le vent va tourner pour tel ou tel secteur.
ce sont des organisations qui ne vont jamais venir vers les opérateurs économiques. Elles le savent, ça ne fait pas partie de leur ADN ou de leur nature. Donc il faut être proactif et aller vraiment au devant. Elles sont, par contre, une fois qu'on est à leur porte est ouverte, et grande ouverte, mais elles ne font pas proactivement le geste de venir vers les entrepreneurs africains. Ça, c'est une chose. Une deuxième, c'est aussi peut-être de rester vraiment à l'écoute et peut-être d'accentuer ce travail de veille. Et notamment quand vous entendez que, quand on est basé ici, quand le président français, par exemple, se déplace dans les pays, c'est annoncé bien à l'avance. Et là, on sait que le monde économique va se mettre en mouvement, à tous les niveaux, pas uniquement les Xavier Niel, etc., mais aussi les PME, etc. Et ils vont commencer à chercher aussi, puisque c'est dans l'air du temps, tu disais, des opérateurs économiques de la diaspora, des diasporas. Et c'est là qu'il faut se positionner et peut-être commencer à se rapprocher de différentes organisations qui vont être de près ou de loin liées à ces missions économiques de grande envergure. Donc quand le président, ou je ne sais pas, le roi ici, ou qui que ce soit en tout cas de l'Europe se déplace en Afrique, c'est là qu'il faut aussi être peut-être au taquet et faire chercher des informations, parce que l'information économique de qualité et surtout pertinente et d'aujourd'hui, c'est là qu'on va la trouver. Voilà. Merci beaucoup, Annie. Pour embrayer justement sur le networking et les éléments de recommandation que tu as donnés, Lubna, quel conseil tu pourrais donner donc, pour aborder des partenaires potentiels lorsqu'on a un projet innovant? Parce que je sais que tu as fait des levées de fonds, je sais que tu as été amené justement à aborder des grandes entreprises, des institutions publiques et privées pour défendre, par exemple, un projet, notamment dans la technologie. Quels sont les conseils que tu pourrais donner? Merci Andrea pour la question. Alors je veux aussi déjà rejoindre Annie quand elle dit qu'il ne faut pas hésiter quand par exemple la princesse Astrid d'ici en Belgique ou le roi va en mission dans nos pays africains, parce que c'est un momentum important. Et au fait, ces missions sont ouvertes à tout le monde, à tout entrepreneur, du plus petit au plus gros. Et vous avez même des aides de la région, donc suivant la région dans laquelle vous habitez, vous avez même des aides pour participer à ce voyage. Et là, c'est un moment important. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi, on est chez Enabel, ça j'ai oublié de vous dire, donc j'ai eu des marchés publics avec Enabel et j'ai travaillé pour Enabel sur un projet qui s'appelle le PEMWECHO. C'était un projet de lien d'entrepreneurs entre la Belgique et le Sénégal. Et en fait, il y a des projets comme ça qui existent. Il faut pouvoir... Et je sais que Enabel, justement, est sur différents projets en Afrique, différents projets entrepreneuriaux, de liens entre la diaspora belge, mais aussi les belgo-belges et les entrepreneurs des pays, pour faire le lien et pour vous permettre de faire du business ensemble. Donc là, il y a une mine d'informations, mais il y a aussi des opportunités. Et aujourd'hui, il y a un appel vers les entrepreneurs de la diaspora. Donc vraiment, c'est maintenant, comme tu disais, il y a une place à prendre et il faut y aller, quoi. Alors, si j'ai un conseil à donner, tout à l'heure, la jeune femme juste avant, voilà, tu es là, pardon. Tu donnais le conseil de la vision. Il faut avoir une vision. Avant de vouloir justement se dire on va aller networker ou on va faire des partenariats, il faut déjà avoir la vision de vous dire qui vous voulez, c'est quoi votre target, c'est quoi la cible et qui vous voulez vraiment avoir et pourquoi vous voulez les avoir avec vous. Et quand vous les avez identifiés, pouvoir les connaître avant même de les rencontrer. Faites vos recherches. Aujourd'hui, voilà, Internet, tu disais, c'est une mine d'informations aussi, avec toutes les informations que vous pouvez croiser, les connaître, les targeter avant de les rencontrer. Et comme ça, quand vous les rencontrez, vous êtes prêts et vous savez ce qui les intéresse. Moi, pour vous donner un exemple, je devais faire des partenariats, justement, parce que j'ai créé un réseau de solutions de financement pour les femmes, justement, entrepreneurs, et on va du prêt d'honneur à 0% jusqu'à la levée de fonds en plusieurs millions. Je voulais rencontrer un gros fonds, un fonds que personne ne connaît. les gros fonds, les grosses familles, personne ne les connaît. Alors j'ai eu un contact, donc il m'a donné voilà le contact, donc je savais qui c'était, et j'ai regardé, j'ai cherché c'était quoi leurs intérêts, c'était quoi qui les faisait vibrer, qu'est-ce qui vraiment les intéressait et comment ils investissaient. Et quand je les ai rencontrés, au fait, je leur ai raconté ce qu'ils voulaient entendre.
Et j'étais tout à fait alignée, j'ai aligné mon projet avec leur target à eux. Qu'est-ce que eux, ils voulaient dans leur business. Et donc, forcément, ça leur a parlé. Et donc, c'est comment vous pouvez adapter votre pitch, la mission de votre entreprise à la mission de la personne que vous avez en face de vous, pour justement faire des synergies et que l'autre personne voit qu'il y a un intérêt aussi à se mettre avec vous. Donc, il y a voilà, je pense que ça, c'est le meilleur des conseils que je peux vous donner. Il y a un aspect hyper important que tu as souligné, c'est qu'il faut s'informer sur la personne que l'on veut aborder pour pouvoir lui parler de ce que la personne, de sa sensibilité en fait, connaître la sensibilité de l'entreprise ou de la personne qui est dans l'entreprise pour que ça matche directement. Je pense que c'est un élément hyper important. Donc ça veut dire que même le networking, il doit être réfléchi. On peut pas aller n'importe où, n'importe comment et juste dire je vais échanger et puis ça aura peut-être pas son efficacité, c'est ça que tu peux oui, tout à confirmer. fait. Oui, parce que c'est comme voilà, aller à une soirée de networking sans avoir d'objectif, ça va pas. On va peut-être rencontrer des copains, on va peut-être boire un verre, mais on rentre avec quoi à la maison? Notre temps, tu disais tout à l'heure que notre temps est précieux. Donc si on prend le temps de laisser peut-être sa famille, de laisser son travail de côté, il faut que ce soit rentable, il faut que ce soit pas... Alors c'est une soirée entre copains, ça c'est autre chose. Mais si on y va pour quelque chose, il faut qu'on sache pourquoi on y va. Dans quel cercle on va, dans quel club on va, qui est potentiellement là, est-ce que l'intervenant nous intéresse, si on le rencontre, si on va lui parler, qu'est-ce qu'on attend de lui, quelles questions on a envie de lui poser, voir un peu quel genre de personnes qui fréquentent ces lieux, et de se dire, ok, il faut que je rencontre tel et tel et tel ce soir, et il faut sortir de là avec quelque chose. Et si je peux ajouter, effectivement, la préparation est clé, la vision est clé, mais n'oubliez pas que le meilleur... commercial, c'est vous-même. Restez vous-même avec vos valeurs et soyez liés à votre héritage. On en parlait tout à l'heure, vos valeurs, parce que je pense que c'est vraiment ça la clé. Si vous arrivez directement en disant j'ai besoin, la personne va se fermer. Donc essayez de créer un premier contact sans forcément parler business, mais une première introduction sur qu'est-ce que vous avez pensé de ce panel, un partage d'actualité, un partage de quelque chose que vous aimez bien, pour créer ce lien qui ensuite va amener à la confiance. Mais votre meilleur ambassadeur, c'est vous. J'espère que vous prenez des notes. Je vois très peu de personnes écrire, mais il faut bien retenir tout ce qui est dit ici. Je vais poser une dernière question, du coup, où je voudrais que chacune d'entre vous puisse répondre. Ce que je voudrais savoir, et ce que je pense qui serait intéressant, c'est que en tant que femme, je sais que, par exemple, Lorraine, tu as vraiment un combat sur la femme dans des milieux assez masculins. Je pense que dans le milieu technologique aussi, Lubna, je pense aussi que dans ton milieu lobbying, vous êtes dans des milieux où il y a quand même majoritairement beaucoup, qui est très masculin, majoritairement beaucoup d'hommes. Quelles sont les barrières en tant que femme? Je sais qu'au téléphone, on avait un peu discuté, notamment pour la levée de fonds. Est-ce que quand on est une femme, on doit aborder les choses différemment? Quelles ont été, par exemple, des barrières que vous avez dû affronter, vous, en tant que femme, dans ces milieux-là, pour justement parvenir à convaincre lorsque vous deviez convaincre? Quelles clés pourrez-vous donner pour justement avoir dépassé ces barrières-là? Alors, c'est une question où je voudrais vraiment que chacune d'entre vous réponde. Donc, on va commencer par Annie, et ensuite par Lorraine, et ensuite on finira par Lubna. Je ne sais pas quelle barrière, je ne sais pas comment décrire les barrières, parce que je suis quand même une femme noire dans un milieu des institutions européennes. Donc, je ne sais pas à quel niveau, effectivement, le combat a dû être mené, mais clairement, il a fallu dépasser certains plafonds, et le combat continue d'être mené, évidemment. Mais je dirais que pour parler plutôt de solutions que de problèmes, peut-être que si on met l'accent sur la spécialisation, dès le moment où en fait vous montrez votre crédibilité parce que vous connaissez tel ou tel dossier ou tel sujet, les portes commencent un peu à s'entrouvrir et puis il faut foncer. Là, c'est clair qu'il faut non seulement montrer sa crédibilité, mais aussi être assertif et enfoncer cette fameuse porte. Avoir quand même un plan, je reviens sur ce que Lubna disait, un plan, une vision, être clair sur là où on va, sinon on peut se laisser balader aussi facilement. Et c'est vrai qu'en tant que femme, on doit constamment rappeler finalement que on a notre place ici, on est assis là pas par hasard,
On n'est pas tombé complètement par hasard dans ce sujet. Et si on est à cette table-ci, c'est pas parce qu'on y a été invité, c'est peut-être aussi parce qu'on a considéré que soi-même qu'on pouvait contribuer. Donc montrer qu'on peut contribuer et pas être dans le combat. Je pense que c'est toi qui disais ça tout à l'heure, d'être dans une communication constructive et non pas militante comme ça en permanence, parce que ça aussi ça épuise, hein, pour faire le lien avec l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Je pense que c'est épuisant de tout le temps devoir prouver qui on est. Mais un dernier mot là-dessus, puisqu'il y a beaucoup quand même de représentants des diasporas ici qui représentent sans doute différents pays. En termes d'assertivité, il faut vraiment qu'on se rende compte qu'on est une force énorme. On se le dit entre soi, mais on l'entend beaucoup à l'extérieur aussi. Ils le savent, oui, on le sait. Voilà, la diaspora et notre force, c'est l'information que nous avons tous ici. Déjà dans cette salle, l'information qui circule, si je vous demande de sortir vos téléphones, dans vos groupes WhatsApp, il y a plein d'informations de vos cousins au Canada, en Chine, de tel qui est parti, et de certaines informations à valeur ajoutée énorme en matière économique. On ne le sait pas parce qu'on prend ça pour acquis, parce que nous, nos familles sont dispersées aux quatre coins du monde, souvent. Mais c'est ça l'or que nous avons dans nos mains, et on ne l'exploite pas suffisamment. Donc il faut s'en rendre compte avant que, évidemment, ça soit exploité éventuellement par d'autres. Donc c'est important aussi de valoriser et de ne pas forcément prendre pour acquis ce qu'on trouve très naturel, parce qu'on est constamment, nous on est vraiment constamment connecté au reste du monde, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et c'est une force qu'il faut pouvoir valoriser entre nous aussi, femmes ou pas. Merci Annie, merci. Du coup Lorraine, moi, vraiment, mon idéal, c'est une société diversifiée. Tout le monde arrive à travailler, à vivre ensemble. Et quand les gens auront compris qu'avec ça, on sera nous-mêmes meilleurs et qu'on aura des performances meilleures, là, j'aurai réussi. Et les principaux obstacles, personnellement, je suis la seule femme qui ne soit pas entrepreneur dans ma famille, parce que je pense que ça m'a peut-être fait peur. Donc, je suis intra-entrepreneur dans un groupe où j'essaye d'amener le changement. Mais le premier obstacle, c'est la peur du changement. C'est que c'est des choses qui sont établies et quand on arrive avec une proposition de changement, ça fait peur. Le deuxième obstacle, c'est la communication. Personnellement, à partir du jour où j'ai compris qu'il fallait de la conciliation, ça a marché. Mais dans un premier temps, c'était vraiment... ça n'allait pas parce qu'on ne partageait pas les mêmes intérêts. Donc toujours être dans l'idée de partager les mêmes intérêts. Et je pense que parfois, il faut reculer pour mieux avancer. Être une femme et porter la voix des femmes, c'est trop restreint. Parce que du coup, on va dire, mais tu es beaucoup trop impliquée dans ce projet. Donc il faut parfois dire, ben voilà, pensons à d'autres communautés, défendons plusieurs communautés pour avoir plus de crédibilité. Et après, savoir subtilement pouvoir amener et porter son projet. Voilà. merci beaucoup Lorraine, merci beaucoup. À toi Loubna. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, hein, donc je ne vais pas redire la même chose. Par contre, oui, moi, je me suis beaucoup battue justement pour l'inclusion des femmes dans les nouvelles technologies. Alors, pourquoi pas? Parce que je suis une geek. Moi, j'ai pas de... Voilà, je vous ai expliqué mon parcours. J'ai pas de diplôme technologique. Mais surtout parce que j'ai vu que ce secteur était à haut potentiel financier et que c'était le secteur qui permettait aujourd'hui de créer le monde d'aujourd'hui et de demain. Et que si on veut un monde plus égalitaire, justement, on a besoin de diversité dans ce monde technologique. Aujourd'hui, on parle des smartphones, voilà, mais il y a l'intelligence artificielle, il y a plein de technologies aujourd'hui que l'on utilise tous les jours sans le savoir. C'est des technologies aussi qui ont leur lot de stéréotypes. Et donc, pour moi, c'est important qu'il y ait dans ce monde-là une diversité de profils. Tu en as parlé, Lorraine, c'est Lorraine. Hein, ouais. Mais on sait que les meilleures universités du monde font des études en disant que si on a une diversité dans les équipes, on a une meilleure performance, on a plus d'innovation et surtout, on crée un monde plus égalitaire. Et donc ça, pour moi, voilà, c'était vraiment mon cheval de bataille. Alors, moi, si je peux parler de moi, tu as parlé de l'expertise, c'est important. C'est important d'avoir sa vision et d'avoir son expertise et de se rendre peut-être, voilà, grâce à cette expertise aussi incontournable. Aujourd'hui, il y a une demande
il y a vraiment une demande d'avoir d'autres profils et d'aller vers d'autres choses. Et donc, le monde est globalisé aujourd'hui, le business est globalisé. Et donc, de toute façon, celui qui veut rester qu'à Bruxelles, il se tire une balle dans le pied. Donc, aujourd'hui, on doit vraiment se tourner vers le monde. Et chacun de vous ici, faites partie de cette richesse et de ces opportunités. Chacun de vous est un ambassadeur belge, mais un ambassadeur aussi de son pays d'origine. Et chacun de nous, on porte une clé, au fait. Tu parlais des clés de la réussite, mais chacun de nous est une clé pour quelqu'un d'autre vers autre chose. Et donc ça, c'est à valoriser. Alors, si je peux parler, on a aussi, je pense, nos propres croyances limitantes. Ouais. Ça, c'est quelque chose aussi, finalement, c'est pas toujours à l'extérieur qu'il faut choisir un obstacle. Quelquefois, on est son propre obstacle. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qu'on doit pouvoir travailler. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, je pense qu'il faut pouvoir le dire aussi. De se dire, ah mais non, mais je vais pas aller là parce que... Ou peut-être que je ne suis pas assez bonne. Et au fait, finalement, on se met nos propres barrières. Et quelquefois, il faut vraiment développer sa confiance en soi. On l'a dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est vraiment du développement personnel aussi. Je crois que c'est le meilleur chemin pour se développer personnellement, parce qu'il n'y a que vous. Et là, vraiment, travailler sur sa confiance en soi et dépasser ses propres croyances limitantes, ça, je crois que c'est une des clés aussi importantes. Vous avez dit pas mal de choses en commun, d'ailleurs, Lorraine et toi, justement. Et je vous remercie pour ces échanges. Je voudrais savoir s'il y a des questions que vous souhaitiez poser à nos panélistes. Oui, on prendra une question. Merci mesdames. Une question pour Ali. Je pense qu'elle m'a laissé un peu sur ma faim quand elle a parlé de la RDC qui, en 2020, je pense, se proposait comme un pays solution et qui arrivait un peu tard. Vous avez dit à la table du partage. Ça m'a un peu laissé un peu sur ma faim. C'est quoi l'espoir alors pour la RDC? C'est trop tard ou il y a encore moyen? On peut en parler en détail plus tout à l'heure si vous voulez, mais globalement, donc à l'époque, en 2005, la question se posait de qui va avoir accès aux matières premières et où sont-elles. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être autour de la table, en fait, finalement. Donc plus le temps passe, plus la stratégie européenne non seulement se met en place, mais se met en œuvre. Donc quand on se réveille 10 ans, 15 ans plus tard, avec effectivement, quand on est venu nous dire et qu'on entend partout, et c'est vrai que les Congolais, en tant que peuple, on s'est réveillé à ce moment-là en disant mais non, mais tout passera par nous, finalement. Hein, les voitures vertes, les bâtiments intelligents, etc. Toutes ces matières premières, elles seront prises chez nous. Donc sans nous, finalement, le monde ne peut pas se rendre plus durable, etc. Donc c'était aussi une question de fierté et c'était un message d'espoir, effectivement, pour beaucoup de Congolais et d'Africains de manière générale. On sait très bien que la plupart des matières premières qui vont permettre quand même à ce monde de se perpétuer, la solution passera par le continent africain. Sauf que des discussions stratégiques de ce niveau-là ont déjà eu lieu bien avant, bien en amont, là où les Africains n'étaient pas à la table. Et donc, sur les détails, on peut en discuter, si vous voulez, en face à face. Merci beaucoup, Annie. Merci beaucoup, mesdames. Merci, les filles. Parce que c'était hyper intéressant et pertinent. J'espère que vous avez pris des notes. Et elles seront encore là tout à l'heure si vous souhaitez leur parler. Merci beaucoup à toutes. Merci à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup, Andrea, pour... merci, t'es gentil.